Bonsoir à tous et merci à vous et à ceux qui ont pu se joindre à nous à cette masterclass. Ce soir, le thème est Transforme tes doutes en confiance. Et on va vraiment aborder la problématique de la confiance. Et on va l'aborder sous l'angle de qu'est-ce que je peux faire pour devenir plus confiant. Voilà. Donc cette masterclass est prévue pour durer environ une heure. Ça va dépendre des interactions et si je suis bavard ou pas. Vous commencez à me connaître, ça peut vite partir sur des durées un petit peu plus longues. Voilà, donc que vous soyez en replay ou en direct, n'hésitez pas à me poser vos questions en amont ou durant la session. J'y répondrai du mieux possible et je vous propose donc d'attaquer tout de suite par finalement la base, pourquoi et à qui est destinée cette formation. Donc, cette masterclass, elle est destinée à des sportifs, sans distinction de sport et de niveau. C'est des personnes qui veulent faire passer leur performance à un niveau supérieur. Là, on ne parle pas d'aller vers le top niveau, on parle de juste passer un palier dans son niveau sportif. On peut être jeune débutant ou expérimenté. Je dirais que cette masterclass va de toute façon vous apporter des clés et de la valeur pour que vous puissiez franchir cette étape. Mais cette masterclass, elle n'aura pas d'effet si vous ne passez pas à l'action. Et donc, l'intérêt pour vous, hein, et si vous êtes là, c'est que vous en avez déjà pris conscience, c'est que vous êtes prêt à passer à l'action et faire évoluer vos habitudes pour réussir et tendre vers vos objectifs. En gros, cette masterclass s'adresse à des personnes qui sont ambitieuses, motivées et qui vont être ouvertes au changement. Parce que parfois, ben, on peut aller percuter certaines habitudes. Et ben, c'est aussi comme ça qu'on va progresser et avancer. Donc voilà, comme je vous disais, on est ensemble pour une petite heure, peut-être un peu plus. Donc, rapidement, ben, je vais refaire un petit tour de présentation hein, sur qui suis-je et pourquoi je suis avec vous ce soir. Donc, moi, je suis Sylvain Charras, je suis aujourd'hui arbitre international de touch rugby. J'ai commencé l'arbitrage en 2010 et donc ça fait, je suis dans ma 16e saison. Au cours de ces 16 saisons, j'ai eu l'opportunité d'être appelé au sifflet sur 118 matchs, 178 matchs internationaux et donc notamment 11 finales internationales, que ce soit des championnats d'Europe ou des Coupes du Monde. Donc voilà, j'ai aussi eu l'opportunité du coup d'être appelé sur une grande finale mondiale. C'était en 2018 à Kuala Lumpur pour une finale des moins de 20 ans. Et autant vous dire que j'en garde un souvenir inoubliable. Mais avant d'être l'arbitre international reconnu et en capacité de performer au plus haut niveau, j'ai eu une première carrière d'athlète. Et une première carrière d'athlète qui ne s'est pas passée comme je l'aurais voulu. Alors oui, effectivement, si on la regarde de loin et avec un petit peu de hauteur, ben, on peut voir que j'ai été champion de France interclub. Mais au regard du potentiel que j'avais, ben, finalement, ma carrière d'athlète n'a pas été une belle réussite. Ben, pourquoi? Parce que j'ai jamais réussi à franchir le cap de compétition. J'étais l'homme fort de l'entraînement. J'étais le champion de l'entraînement. Et alors, que ce soit physiquement, techniquement, euh, je donnais vraiment tout. Et les copains du groupe d'entraînement adoraient se challenger et se mesurer à moi parce que bah, j'étais finalement un petit peu la référence à l'entraînement. Et par contre, dès que j'arrivais en compétition, j'avais un blocage. Un blocage, j'arrivais plus à me relâcher. J'étais crispé. Mais à ce moment-là, j'en avais pas conscience. Tiens, je vais vous donner une petite anecdote. J'étais tellement crispé que les copains m'appelaient Crispon. Et du coup, ben, chaque fois que je devais euh, être au rendez-vous pour me qualifier sur une grande compétition, eh ben, il me manquait un petit quelque chose. Et je dirais que l'un des summums, c'est une année, ma dernière chance de qualification, il m'a manqué 1 centimètre sur 45 mètres.
Et, et voilà. Et du coup, bah, j'ai pas eu la carrière. Par contre, de cette période-là, j'ai beaucoup appris. Et aujourd'hui, je m'en sers encore pour comprendre ce qui se passe. J'étais à ce moment-là dans une démarche de comparaison. Et je me comparais toujours aux autres. Et quand je voyais les autres avoir des résultats, eh ben, moi, je m'enfermais, je me crispais et je n'arrivais pas à passer à ça. Alors, les copains autour, eux, partaient au championnat d'Europe, partaient au championnat du monde. Et moi, je restais à la maison. Ou alors, je les accompagnais. J'étais le bon copain, j'étais le gars sur qui on pouvait compter, qui, euh, qui apportait à la dynamique du groupe. Mais par contre, sportivement, eh ben, je suis toujours resté à un très bon niveau interrégional. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment ma carrière sportive. Et aujourd'hui, hein, je mets toute cette transformation, tout ce chemin que j'ai réalisé entre le jeune athlète que j'étais et l'arbitre international que je suis devenu. C'est, vous vous en doutez bien, un travail de longue haleine et notamment tout un travail de préparation mentale. Un travail de préparation mentale que ben, j'ai commencé après ma carrière d'athlète, mais dans le touch et l'arbitrage. Et ben, je dirais que j'ai fait comme beaucoup. J'ai essayé de me former tout seul. Donc, je cherchais à gauche, à droite, je lisais des livres. Et puis, de fil en aiguille, j'ai commencé à prendre des webinaires, des petites formations gratuites, puis j'ai commencé à payer des formations. Et puis un jour, ben, j'ai décidé de me faire accompagner. Et ça a totalement changé ma dimension. Et d'ailleurs, c'est le point de départ qui m'a amené aujourd'hui à être coach et préparateur mental et d'être en face de vous pour vous proposer de faire un bout de chemin ensemble. Et du coup, ce soir, j'ai choisi et le thème de la confiance. À côté de ça, je dirais que j'ai été très tôt bercé dans tout ce qui touche à l'entraînement et l'accompagnement. Je ne devais pas avoir 17 ans que j'étais déjà en train de passer mes premiers diplômes d'entraîneur, et notamment dans l'athlétisme. Et puis, dans l'arbitrage, j'ai eu cette opportunité aussi de voir les coulisses, de voir l'arrière-scène, et notamment tout ce qui était le côté fédéral. Donc, effectivement, le côté d'une fédération, comment ça marche, comment on s'intègre dans la planification et tout ça. Et c'est la période où j'étais directeur technique de l'arbitrage en France et en Europe. Et du coup, là, j'ai participé à tout ce qui est le développement de l'arbitrage sur la France et l'Europe. Bon, on va pas passer trop de temps là-dessus, hein. L'intérêt, c'est qu'aujourd'hui, vous puissiez franchir un step et notamment vers votre confiance. Donc, avant toute chose, moi j'ai envie que vous preniez là quelques minutes pour, euh, pour réfléchir et revenir un petit peu dans votre histoire, dans votre parcours de sportif ou de personne, et que vous vous reconnectiez à une expérience qui, pour vous, a été marquante, une belle réussite. Parce que c'est quelque chose qui est vital, je dirais. C'est d'avoir cette capacité à aller chercher dans nos expériences les bonnes choses. Si on a réussi une chose une fois, on va être en capacité de pouvoir la reproduire. Et donc là, c'est en fait ce que je vous amène à faire, de prendre quelques minutes, quelques secondes, si vous l'avez déjà en tête, pour juste vous rappeler cette expérience. Là, peut-être que vous avez besoin de fermer les yeux ou de vous juste de vous reconnecter à ce moment-là. Et dites-vous là, c'était où, c'était quand, et juste de vous connecter à ce que vous avez ressenti à ce moment-là. Je vous laisse quelques secondes là pour y penser. Et puis après, si vous voulez me la partager, cette expérience, sinon vous la gardez pour vous et vous verrez que cette expérience va être une base solide pour travailler sur la confiance. Michel, est-ce que tu veux partager avec moi une expérience, une belle Oui. réussite? Alors pour moi, une belle réussite, c'était il y a 3 ans.
Donc, je suis instructeur de plongée. Ouais. Euh, mais bon, je suis un petit instructeur, une petite instructrice, on va dire. Je fais souvent des baptêmes, mais je vis pas de ça. Mhm. Et, euh, et un jour, il y a un de mes collègues qui voulait aussi, enfin, il était en CDD et son but était de rentrer dans l'armée française. Il m'a demandé à préparer avec lui l'Open Water, donc le diplôme américain, PADI, notamment parce qu'il voulait rentrer dans un corps assez spécial de l'armée et il savait que dedans, il fallait savoir plonger. Une de ses plus grandes craintes, c'était de mourir noyé. Mhm. Mm. Et donc, il voulait le faire dans le civil parce qu'il savait que les instructeurs de l'armée étaient assez rudes et qu'il y avait forcément, enfin, il avait de très grandes chances d'échouer. Donc, il voulait le faire dans un environnement un peu plus, enfin, sans pression et un peu plus serein. Un des exercices de l'Open, c'est de respirer avec son détendeur, mais sans le masque. Donc, c'était l'un des exercices qui lui faisait le plus peur. Et moi, de mon côté, le challenge, c'est déjà de faire un diplôme complet de plongée, donc l'accompagner de A à Z, parce qu'il n'avait jamais plongé avant, donc du baptême jusqu'au diplôme pour être quasiment autonome en tant que plongeur, le faire dans le lac, je suis à Lausanne, donc dans le lac Léman, c'est pas l'environnement dans lequel moi j'ai grandi en mer chaude, en Martinique. Donc pour moi, c'était un très gros défi de réussir à lui faire passer l'open, mais aussi à lui faire passer cette barrière mentale euh, de respirer sous l'eau, alors que c'est sa plus grande peur. Donc en plus des exercices, on a aussi travaillé en piscine pour qu'il arrive à respirer juste avec le tuba et sans le masque. Puis après, on est passé au lac. Et donc, le moment de joie est arrivé, c'est quand il a réussi tous les exercices en piscine et au lac, et que je lui ai remis son diplôme. Donc, j'étais fière de moi, mais j'étais aussi super fière de lui, de voir sa progression. Donc, c'est un jeune homme qui est assez costaud, dynamique et tout. Et puis moi, je pourrais presque être sa mère en termes d'âge et de voir qu'il m'a fait confiance, mais aussi qu'on s'est fait confiance mutuellement dans cet environnement qui n'est pas l'environnement naturel, donc dans l'eau. Pour moi, c'était vraiment super. Donc, c'était une grosse réussite pour moi parce que j'ai réussi à dépasser certaines de mes peurs. Est-ce que je vais être capable de l'accompagner? Est-ce que je vais être capable, par exemple, quand on va faire certains exercices, de bien lui montrer? Est-ce que moi, je vais rester calme si jamais lui, il réussit pas? Enfin, comment je vais gérer ça? Parce qu'il y avait des exercices que j'avais jamais fait, moi, en tant qu'instructrice, avec un élève. Donc, voilà, j'avais pas mal de doutes, puisque c'est la thématique de ce soir. En fait, on s'est aidé l'un l'autre, je trouve, sur ce parcours. Et donc, c'est aussi pour ça que je suis assez contente d'avoir réussi à faire ça avec lui. Voilà. Génial. Merci pour ce partage. Et effectivement, il y a plein de pépites dans ce que tu nous racontes là-dessus. Il y a effectivement ces doutes que tu as réussi à surpasser par un travail de confiance avec lui, parler, de se préparer, tes peurs à toi. J'ai envie de te poser une autre question là. C'est là, quand tu y repenses, qu'est- qu'est-ce que tu as mis en place qui t'a permis cette belle réussite? Alors, beaucoup de révision des cours, Hmm. déjà. Parce qu'à chaque fois, à chaque séance, il y a des exercices à faire faire à l'élève et donc revoir à chaque fois. Donc en fait, quand on est instructeur PADI, on a le manuel de l'instructeur, mais on a aussi un autre manuel qui rentre plus dans les détails des exercices et qui donne des conseils. Donc revoir ça, les mettre en place avec lui, lui demander ce qu'il en a pensé, s'il était à l'aise, est-ce que si on refait l'exercice, qu'est-ce qu'il faudrait changer. Donc on a aussi beaucoup discuter. Bon, comme on était aussi le collègue au travail, donc on avait aussi pas mal d'occasions de se voir. Euh, Qu'est-ce d'autre qui a aidé? Je pense qu'on a aussi été assez transparents l'un avec l'autre. Très clairement, quand il m'a dit que c'était sa plus grande peur, je pense que c'était important qu'il me le dise, qu'on puisse correctement orienter les exercices à faire
Et puis moi, me dire, bon, ok, je sais que c'est le point le plus compliqué pour lui. Donc du coup, moi aussi, il faut que j'ai une certaine attitude. Euh, et donc moi, mentalement, j'étais là, bon, s'il remonte par exemple super vite, il faut pas trop que je me moque de lui parce que des fois, je suis un peu taquine, ce genre de choses. Mais moi aussi, il faut que je sois assez en contrôle de la situation et que je lui montre que je suis en contrôle de la situation. Donc, même si moi, je suis un peu en doute, est-ce que je vais réussir à le faire? Ben, juste feindre le fait que ben, je sais, je suis conscient de mes capacités et je lui montre que je suis, s'il a envie de remonter très vite, par exemple, je lui dis calme-toi, tout va bien, mais aussi moi, me calmer intérieurement pour que lui soit aussi calme. Donc, essayer de mieux maîtriser les moments qui peuvent être challengeants pour lui comme pour moi. Et ce qui m'a aussi un peu aidé, c'est ben, en faisant ces préparations d'exercice, essayer de me projeter et de me dire, bon, qu'est-ce qui peut arriver, comment il peut réagir, et comment moi, du coup, je peux anticiper certaines de ces réactions ou par ce que j'ai pu avoir avec d'autres élèves, ben, essayer d'anticiper ce que lui pourrait faire pour correctement réagir, et lui donner confiance. Et puis pas perdre la mienne, quoi. Un autre point, ça a été, en fait, je suis dans une structure qui fournit le matériel, etc. C'est aussi ben, d'être bien au clair, bien organisé pour avoir tout le matos comme il faut, quand il faut, et pas être dans le rush à cause de ben, il nous manque une bouteille, il nous manque une paire de palmes, etc. Donc bien régler tout l'aspect matériel avant pour qu'on arrive vraiment serein sur les cycles de plongée ou au moment de faire les exercices. Génial. Tu as highlighté là-dedans, une- on va dire, plus de 50% des points qu'on va voir ce soir. Comme ça, je les réhighlight et puis on va les détailler, on va en parler tout à l'heure, hein. Euh, le premier, c'est tout ce qui va toucher à la préparation. Plus tu vas te préparer, plus tu vas derrière pouvoir faire monter ta confiance. Le deuxième point qui est important que tu as mis en avant, c'est le niveau de la relation de l'environnement et des feedbacks que vous avez pu avoir. Ça, c'est aussi l'un des points qui est super important. euh, ne pas se mentir, être transparent, ça vient toucher autre chose. Ça vient toucher euh, quelque chose dont on va parler aussi ce soir, hein, qui est plutôt la perception de soi, l'estime de soi et la valeur qu'on se porte. Et c'est-à-dire que ne pas se mentir et être dans le vrai, avoir cette capacité à savoir réellement où on en est, c'est vraiment quelque chose qui pour moi est important et va venir driver ces questions de confiance. Après, tu m'as parlé du contrôle. Mettre le focus sur ce que tu pouvais contrôler. Toi, te calmer, être calme à l'intérieur. Donc ça aussi, c'est des choses qui sont vachement importantes quand on veut reprendre la confiance. C'est-à-dire se refocuser sur ce sur quoi j'ai le contrôle. Tu m'as aussi parlé de ton dialogue interne, de comment tu te parlais à toi-même dans des termes plutôt positifs et comment, du coup, tu arrivais par ce dialogue-là à être dans les bons mots au bon moment avec la personne en face de toi. Et puis après, tu m'as reparlé côté préparation. Alors, cette fois, pas sur le terme de révision, mais plutôt sur le terme de la projection, de s'assurer que le matériel, encore une fois, tout ce que tu pouvais contrôler, préparer le plus en amont possible. Et ce qui m'a aussi interpellé dans ce que tu m'as raconté là, c'est cette projection sur ce qui pouvait arriver au regard de tes capacités, ce que tu avais déjà vécu. Et ça, je pense que c'est aussi l'une des clés. Donc, merci vraiment pour ce partage. Et je vous invite vraiment ceux qui nous écoutent et qui nous découvrent de faire un petit peu aussi cet exercice de revenir en arrière et de reprendre de la conscience sur tout ce que j'ai fait. Parce que finalement, on ne sait pas pourquoi. Ben, à un moment, j'étais dans le doute et à un autre moment, j'étais dans la confiance. Mais si vous prenez le temps juste, a posteriori, d'analyser la situation, tiens, là, j'étais dans le doute, ok, je pensais à quoi?
Ah bah, je pensais à ça. Ok, mais ça, est-ce que c'est quelque chose sur lequel j'ai le contrôle? J'ai pas le contrôle. Ah bah, ça, j'y pensais, mais j'ai pas le contrôle. Donc, j'ai mis mon focus dessus. Donc, finalement, le doute, il a monté. Ou comment je me parlais à ce moment-là. Ou, tiens, j'arrive sur une compétition, ma préparation s'est pas bien passée. Bah, c'est normal que je sois peu en confiance. J'ai un doute sur ma capacité. Et donc, pour moi, c'est vraiment excellent le travail que là, tu m'as permis de faire. J'espère que vous aussi, quand vous verrez ces quelques minutes d'échange que j'ai eu avec, avec Michel, vous prendrez conscience de cette valeur-là, que de prendre le temps d'aller voir dans ces expériences, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, pour se reprojeter. En tout cas, merci. Je te propose d'avancer, à moins que tu aies une question. Non. Alors, je vais mettre le son. C'est plus quand tu as parlé de petites remarques pour se mettre en confiance. Au contraire, moi, justement, quand on a, dans le touch, on a pu me faire certaines petites remarques, certains coachs, et Ouais. qui, justement, ont percuté cette confiance et il m'a fallu de l'énergie pour Mhm. revenir. Ouais. Bah, tu Ah, verras, t'as déjà vu ma présentation, Michel. non? Ah oui, et effectivement, donc, tu verras, c'est l'un des trois piliers de la confiance, l'énergie. Ok, allez, du coup, j'avance hein, parce que sinon tu vas faire la conf à ma place. Ok, euh, merci, merci. Euh, la confiance, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. C'est que la confiance, ça ne s'achète pas. C'est-à-dire, je ne vais pas aller dans un supermarché, je ne vais pas la commander sur Internet. La confiance, je n'ai pas d'autre solution que de la construire. Et cette confiance-là, on va la construire, tu dirais, comme un mur. Alors, un mur de confiance, c'est brique après brique. Et ces briques-là, il n'y a pas de miracle. C'est les actions que vous allez entreprendre. Alors, il y a des actions qu'on va entreprendre qui vont donner, qui vont pas donner de résultat. On va avoir des petites briques, des grandes briques. Et puis, des fois, ben, on aura monté un mur, et puis on ne sait pas pourquoi il y a un coup de vent, et le mur s'écroule, et il faut recommencer. Mais c'est pas grave parce que chaque fois que on va réutiliser les briques, les remettre, ça va nous permettre de construire des choses beaucoup plus solides. Et c'est pour ça que j'ai choisi finalement cette image d'un mur de briques qui n'est pas homogène. C'est pas un joli mur de briques tout rouge avec tout bien aligné. Non, on sent que c'est un mur de briques qui est composé de différentes choses. On n'a pas les mêmes briques, on n'a pas les mêmes couleurs, mais c'est parce que la confiance, elle va se construire sur tous ces domaines de vie et pas exclusivement sur euh, le domaine que l'on veut travailler. C'est-à-dire qu'il est possible d'aller travailler sa confiance en réalisant des actions en dehors du sport ou euh, uniquement dans sa vie personnelle, privée. Et peu importe en fait d'où vient l'action et ce qu'on réalise, si on, la, on se met en action et rien que le fait de s'être mis en action, peut constituer une brique. Et donc, ce qu'il y a d'important hein, là, c'est bien de construire petit à petit. C'est la patience. Malheureusement, hein, construire, c'est long, détruire, c'est ultra rapide. Et donc, il faut vraiment remettre l'ouvrage sur le métier et continuer à travailler. Bon, la confiance, pour moi, il y a trois piliers dans la confiance. Et on a commencé à évoquer le sujet avec Michel à l'instant, hein. Ces trois piliers, c'est des choses qui parlent forcément. L'un des premiers piliers, c'est l'énergie. Parce que, comme je vous l'ai dit, la confiance, pour la construire, il faut passer à l'action. Et pour passer à l'action, il faut forcément être en énergie. Et donc, essayez d'avoir confiance quand vous êtes complètement fatigué, quand vous êtes épuisé, que ce soit physiquement ou mentalement. Quand on est au fond du trou physiquement, forcément, on aura du mal à avoir confiance. Donc, le premier chose à
sur laquelle vous devez porter votre attention quand vous êtes dans des périodes de doute, c'est votre énergie. L'énergie, hein, elle est directement liée à ce que moi j'appelle le travail invisible, qui va vous nourrir, c'est le sommeil, l'hydratation, l'alimentation. Et ça, c'est pour la partie effectivement plutôt physique. Et la partie mentale, n'oubliez pas de vous aérer et d'arrêter d'enchaîner les choses. Que ça soit courir, et là je sais de quoi je parle parce que je suis quelqu'un qui est multi-activité et qui a beaucoup de mal à se poser, mais qui, je l'ai compris depuis quelques temps maintenant, s'octroyer des pauses pour ressourcer mentalement et physiquement. On le fait naturellement dans sa préparation physique. Par contre, mentalement, on est encore très loin de prendre ce temps-là. Le deuxième pilier de la confiance, il est plus dans l'estime, l'amour, la vision de soi. Et là, on va venir toucher des choses qui sont un petit peu différentes, puisque on va venir sur l'estime de soi, c'est vraiment d'avoir cette capacité à évaluer ma réelle valeur. Prenons un exemple. Si vous avez quelque chose qui se passe très bien, mais qu'il y a une petite chose qui s'est mal passée dans cette compétition. Je vais prendre l'exemple d'une personne que j'ai accompagnée l'année dernière, qui était, euh, qui était championne de France, qui venait de gagner le titre de championne de France, et qui se retrouvait dans une période un peu difficile, parce que elle avait du mal à passer le cap. Parce qu'elle était dans une forme de déni du titre de champion de France. Je m'explique. En fait, elle, elle s'était imaginée gagner le titre d'une façon différente, en ayant plus, en produisant un jeu bien plus alléchant. Et elle a retenu à la fin que le fait que le jeu qu'elle a produit, alors c'était du taekwondo, n'était pas celui qu'elle voulait faire. Et donc, elle avait une évaluation de son résultat qui était pas le bon, pas bon. Et du coup, au lieu d'être galvanisée et montée en confiance par ce titre de championne de France, elle gardait en tête cet aspect négatif de ne pas avoir gagné avec la manière. Donc, portez attention sur comment vous vous évaluez. D'accord? Donc ça, c'est vraiment important. C'est vraiment cette estime de soi. Et cette vision, c'est comment est-ce que je me vois? Est-ce que je me vois trop beau, pas assez beau? Est-ce que je me compare? La comparaison, c'est vraiment l'un des confiance killers. À partir du moment où vous regardez l'autre, il y a un risque de perte de confiance. Et puis le dernier, c'est un petit peu, quand je mets ici l'amour de soi, c'est comment je me parle. Et de faire attention en fait à cette façon de me parler, mais on y reviendra un petit peu plus tard sur comment je me parle. Quand vous êtes en difficulté, comment, dans votre tête, vous réagissez? Est-ce que vous êtes plutôt à aller chercher la partie positive ou neutre, ou est-ce que vous êtes en train de rentrer dans une spirale? Globalement, là, un petit truc pour vous en sortir, que moi j'utilise pour m'en sortir, je dirais, c'est dans cette situation, qu'est-ce que vous diriez à votre partenaire d'entraînement, à votre copain, à votre ami? Est-ce que c'est ce que je me dis? Pourquoi je ne me le dis pas à moi-même? Le nombre de fois où on se fait à nous-mêmes ce qu'on ne ferait pas, ce qu'on ne souhaiterait pas à nos partenaires d'entraînement, alors on le fait inconsciemment. Hein, d'accord? Et souvent, ce dialogue intérieur va venir nous prolonger la tête sous l'eau. Et là, on rentre encore dans des spirales qui ne sont pas bonnes. Et donc, vraiment, hein, je vous invite, quand vous commencez à perdre confiance, à venir revoir là. Quelles sont vos pensées? Quelles sont
Qu'est-ce que vous vous dites dans votre tête? Est-ce que c'est plutôt quelque chose qui me remonte ou plutôt quelque chose qui me tire vers le bas? Changeons ça. Et puis le dernier, c'est l'émotion. L'émotion, c'est qu'est-ce que je ressens à ce moment-là. Je ne sais pas si je vous en ai déjà parlé, mais c'est pour moi le triptyque absolu qu'il faut apprendre à maîtriser entre l'émotion, la pensée et le comportement. D'accord? Si vous essayez de travailler votre confiance avec une émotion de colère ou un état émotionnel négatif, je vous mets au défi d'y arriver. Rappelez-vous le travail sur la boussole de la dernière fois, là. Je vous invite à revoir la vidéo, le replay de la masterclass, où on parlait des états émotionnels. Est-ce qu'ils sont plutôt négatifs ou plutôt positifs? Cherchez pas. Être en confiance dans un état émotionnel négatif n'est pas possible. Donc posez-vous la question et regardez bien où vous en êtes dans votre boussole de l'émotion. Donc ça, c'est pour moi ces trois piliers-là qui sont la clé de la confiance. Alors maintenant, hein, je vous ai promis euh, comment passer, je dirais, d'un état de doute à un état de confiance, hein, et je vais vous donner les 6 clés que j'utilise au quotidien pour augmenter ma confiance. Alors, hop, on y va, c'est parti. Développer sa confiance. Je ne m'attendais pas à ce slide-là. Si, si. Alors, déjà, il y a trois grandes choses, il y a trois grands domaines qui sont ultra importants pour développer la confiance. On en a parlé tout à l'heure, c'est la préparation. La préparation. Le 2, c'est la continuité. Et le troisième, c'est le dialogue intérieur. Vous voyez, on y revient encore à ce dialogue intérieur. Donc, si on part sur la préparation, l'idée, c'est plus je vais être préparé, plus je pourrai être confiant. L'un des socles, l'une des racines solides de la confiance, c'est ma perception de mes capacités à réaliser quelque chose. Cette perception-là, je ne peux l'avoir que en faisant des choses, en me mettant dans l'action, en réalisant des choses. Et donc, c'est dans cette préparation. Est-ce que ça vous viendrait à l'idée de partir sur un marathon sans jamais avoir couru? Forcément, vous ne pourrez pas être confiant. Par contre, si on établit un plan, un processus, et que je le suis, alors ma préparation va se passer. Et cette préparation-là va vraiment m'amener à la confiance. Le deuxième vecteur, hein, pour développer sa confiance, c'est la continuité. Alors, pas la peine de faire des choses extraordinaires, mais les répéter tous les jours. Moi, j'ai l'habitude de reprendre cette expression que je crains beaucoup plus une personne qui va faire 1000 fois une chose que une fois 1000 répétitions. Alors, il faudrait que je vous retrouve l'auteur de cette citation, mais il disait qu'il craignait beaucoup plus un combattant qui avait fait 1000 fois un coup de pied que une fois 1000 coups de pied. Parce que chaque fois que vous allez faire une action, vous allez mettre une petite brique ou un peu de ciment dans votre confiance. Techniquement, ça ne change rien. Vous avez au final fait 1000 coups de pied. Vous avez fait 1000 fois l'action. Mais par contre, vous avez pris le temps de l'intégrer. Et donc, cette continuité, cette régularité dans les actions, c'est ça qui va construire votre confiance. On verra après qu'il est important de prendre conscience de ces réussites et de les célébrer. Le dernier, j'y reviens pas beaucoup, on en a déjà pas mal parlé, c'est le dialogue intérieur. C'est comment je me parle, qu'est-ce que je me dis et comment je contrôle mes pensées. Je vous rappelle le triangle, pensée, émotion, comportement. Si je n'arrive pas à influencer directement sur mes pensées ou mes émotions, alors
je peux travailler sur mon comportement. Et vous verrez que régulièrement, ça fait la différence. Le nombre de fois où personnellement, j'ai pas eu envie d'aller à l'entraînement, où j'avais vraiment pas envie. J'étais dans un état émotionnel pas très bon parce que j'avais eu une grosse journée ou une mauvaise nuit. Euh, Mes pensées me disaient, tiens, j'irai bien me reposer, j'irai bien dormir. Et où je me mettais dans l'action, c'est-à-dire que j'y allais quand même. Allez, j'y vais, juste pour un petit footing, un petit départ. Et que au final, le cercle vertueux s'enclenche. Je me suis mis dans l'action, j'ai réussi à faire quelque chose. Forcément, mes pensées changent parce que je deviens plutôt content. Je fais quelque chose, j'y arrive. Mon émotion est liée et hop, je me sens mieux. Et du coup, on rentre dans ce cercle vertueux. Et finalement, vous faites la séance. Ça, c'est pour moi vraiment quelque chose d'hyper important. Cycler. Pour moi, il y a vraiment 6 domaines à observer ou ou à tourner pour s'assurer et développer cette confiance. Donc, ils sont issus de ces 3 grands piliers. Hein, c'est le dialogue intérieur. Donc là, on vient d'en parler. L'idée, hein, c'est pas d'être dans un optimisme béat et que tout devient positif et que tout est beau et tout il est rose. Non, au contraire. Mais c'est juste déjà parfois de remplacer une pensée négative, un dialogue négatif. J'y arriverai pas par je vais essayer. Alors peut-être que j'y arriverai pas. Et déjà ça change votre état d'esprit. Et, et ça vous libère de cette peur de perdre ou cette obligation de gagner, qui est forcément un facteur de stress, de doute, et qui va venir percuter votre confiance. Donc vraiment, portez l'attention. Hein, et, déjà, globalement, on a des tendances. Savoir si vous êtes plutôt le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein. Et ça vous drive déjà dans les points sur lesquels vous faire attention. Si vous avez tendance à voir toujours le verre à moitié vide, alors forcément, quand vous êtes en perte de confiance, allez voir un petit peu de l'autre côté, voir si vous n'êtes pas en train de regarder que la partie qui manque et que vous avez oublié ou complètement effacé la bonne partie. Donc ça, c'est pour moi la première clé. La deuxième, c'est le processus. On a vu que cette notion de préparation était importante. Et donc, là, c'est important de croire dans le chemin. Dans le chemin, c'est-à-dire que euh, la confiance, elle a besoin de stabilité. C'est pas en changeant tout le temps tout qu'on va construire sa confiance. Et donc, cette notion de processus et croire dans le processus, dans le plan, elle est importante. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas l'ajuster, faire des petites adaptations, mais euh, vous voyez souvent dans le sport actuel, ça ne marche pas, on vire l'entraîneur. Et puis, on lui laisse quelques semaines, quelques mois et on revire l'entraîneur. Pourquoi? Ben, c'est parce qu'on n'a finalement pas confiance dans le processus qu'on met en place. Et donc, c'est vraiment une clé de se donner cette vision, ce chemin-là, et de le suivre et de faire confiance en ce processus. Et puis, dans le processus, moi, il y a une chose sur laquelle vraiment je veux attirer votre attention, c'est cette notion des petits pas. Ces petits pas qui vont être finalement réalisables. Vous ne pouvez pas sauter euh, d'un coup d'où vous êtes à où vous voulez aller. Il faut faire ces petits pas. Et chaque petit pas va vous permettre de ancrer cette confiance. Parce que, un, vous vous mettez dans l'action et deux, vous apprenez quelque chose, qu'il soit positif, qu'il soit complètement réussi, qu'il soit pas complètement réussi, vous apprenez quelque chose. Cette notion de connaissance, de vision de ses capacités est importante parce que finalement, chaque fois que on n'arrive pas au résultat attendu, sans parler d'échec hein, ou de plantage magistral, eh ben, c'est une opportunité d'apprendre. Et apprendre, ça vient travailler nos capacités. Et notre perception de notre capacité à réaliser quelque chose vient directement nourrir votre confiance.
Donc la deuxième clé, c'est le processus. Votre processus qui va vous permettre de vous préparer, d'être dans l'action et d'avancer, de célébrer, de faire monter vos petites briques. Le troisième, et j'en ai parlé tout à l'heure, c'est ton entourage. Comment veux-tu être confiant si tous les matins, tu as quelqu'un qui te dit qu'il n'y arrivera pas? C'est juste impossible. Et donc, choisis bien les personnes qui vont t'entourer. Ou, parce qu'on ne peut pas toujours choisir, hein, finalement, les personnes qui nous entourent. Et finalement, c'est à toi de choisir la réaction et l'importance que tu vas apporter aux paroles de ces personnes. Tu peux avoir des personnes qui, dans ton entourage, seront moins positives que les autres. Mais par contre, c'est la façon dont tu vas réagir à leurs propos qui va soit entraîner ta perte de confiance, soit la laisser où elle est. Parce que ces personnes-là, il ne faut pas se mentir non plus, elles ne vont pas te booster ta confiance. Mais par contre, avoir pris conscience que telle personne avait une tendance à te faire perdre ta confiance parce qu'elle te dit, parce que tu accordes beaucoup d'importance à ses paroles, à ses propos, alors c'est déjà un pas pour construire ta confiance. Et donc, vraiment, aller s'entourer de personnes qui croient en nous, et c'est vraiment ultra important. Je vais prendre un exemple, mais un exemple tout con, qui n'a rien à voir avec le sport, mais c'est mon exemple à moi. Le week-end dernier, j'étais dans un séminaire et une personne avec qui que j'ai eu avec qui j'ai eu l'opportunité de travailler et de coacher, vient me voir et elle me dit merci Sylvain, t'es fait pour ça. Comme ça, donc quelques secondes d'échange et moi, ça m'a gonflé ma confiance. Et bon, pour rien cacher, là, je suis en train de faire un travail sur moi parce que j'ai encore, moi aussi, des petites choses à faire progresser. Et ben, j'ai rappelé cette personne pour me regonfler encore de cette énergie. Parce que c'était une personne positive qui croyait en moi, qui m'a donné de l'énergie, qui m'a aider et qui m'aide encore à construire ma confiance. Il n'y a pas de mal à aller chercher cette personne, ces gens qui nous entourent, qui, au détour d'une conversation, vont nous booster en énergie ou qui vont, par leurs mots, nous permettre d'avancer et continuer. Au quotidien, les personnes qui vous entourent sont une clé importante pour votre confiance. La clé suivante, c'est les gains. Il est important de célébrer les petites victoires, même les plus petites victoires. Alors, on ne parle pas ici d'être champion du monde et de gagner le titre. Je vous parlais tout à l'heure de le matin quand le réveil sonne à 6 heures et que vous n'avez pas envie d'y aller. Vous vous levez, vous mettez vos affaires, vous vous habillez, vous partez courir. Vous pouvez être fier de vous déjà. Vous n'avez pas encore réalisé la séance, mais déjà, vous avez un premier succès. Vous êtes parti, vous êtes sorti, vous êtes mis dans l'action. Et ça mérite d'être célébré. Pourquoi il est si important de célébrer? Parce que la confiance vient se nourrir de cette joie que l'on a dans la célébration. Autre exemple, j'ai travaillé l'année dernière avec une équipe de sport collectif, l'équipe de France de Touch Rugby 40, là, qui préparait la Coupe du Monde. Ils étaient dans leur premier match, dans leur début de construction collectif, et ils avaient fait un tournoi. Et ils ont gagné tous leurs matchs. Et je rentre au vestiaire avec eux pour le débrief de fin de match, et j'entends les mouches voler. Ah. Et là, moi, ma réaction, c'est de dire,
il faut qu'il célèbre, il faut qu'il construise cette émotion qui va te regonfler en énergie et qui va te créer ces souvenirs, qui va te donner ton pourquoi fort pour continuer à avancer quand ça sera difficile. Et du coup, on a fait 20-30 secondes de célébration où on a vraiment crié, laissé exploser notre joie. Parce que c'est là que on ancre cette confiance et cette réussite. Franchement, j'avais l'impression qu'on avait perdu tous les matchs quand je suis rentré dans le vestiaire, alors qu'on venait de gagner. Comment tu veux capitaliser sur une journée réussie comme ça si tu ne viens pas renforcer cette émotion? On en parlait tout à l'heure, de ce troisième pilier de l'émotion. Eh ben, il faut aussi venir le nourrir, et tu viens le nourrir par ces célébrations et ces gains. Le pilier suivant, on en a parlé aussi tout à l'heure, c'est le contrôle. Alors, c'est pas le contrôle, c'est je dois tout maîtriser. Non, parce que ça, c'est pas possible, et forcément, ça va t'amener des doutes. Mais c'est là, ce que je veux dire par là, c'est d'aller mettre ton focus sur des choses qui sont sous contrôle, sous ton contrôle, ce que tu peux contrôler. Est-ce que je peux contrôler la météo? Non. Par contre, ce que je peux contrôler, c'est ma capacité à prendre les bons vêtements en fonction de la météo et de prévoir ça. C'est-à-dire que s'il prévoit du mauvais temps, je mets un pull. Ça peut paraître anodin, hein, mais en 2022, je me suis fait piéger à une compétition en Angleterre, plein mois de juillet. Température est passée en dessous des 12 degrés. Et ben, je peux vous dire, j'étais pas équipé. Et ben, quand vous avez froid, la confiance, c'est le papa. Mais par contre, dans ces cas-là, vous n'avez pas d'autre solution. Sur quoi je peux mettre mon contrôle? Mon contrôle, il est sur ce que je peux faire. J'ai froid, et ben, je cherche des vêtements supplémentaires, je me couvre, je m'échauffe différemment. Par contre, voilà, je mets mon focus sur ce que je peux contrôler. C'est pareil, euh, l'adversaire a rentré une combinaison, une technique, bah, ça ne changera rien. Ça peut me mettre de la pression, ça peut me mettre tout ce que je veux, mais c'est pas ça qui va me faire gagner. Ce qui va me faire gagner, c'est ma capacité à réaliser le geste que j'ai prévu. Je mets mon focus sur ça. Sinon, forcément, on est dans une comparaison, on est euh, en train de subir des éléments, et forcément, à partir du moment où vous portez votre attention sur quelque chose dont vous n'avez pas le contrôle, c'est systématique et c'est automatique. Votre confiance va chuter. Prenez vraiment soin de là où vous portez votre attention, sur uniquement des choses que vous pouvez contrôler. Dernier élément de ces clés que j'avais envie de partager avec vous ce soir, cette notion d'excellence. La perfection n'existe pas. Combien sommes-nous, et je dis bien nous parce que je l'ai été et je tombe encore dans le piège, à chercher la perfection. Mais elle n'existe pas. Prenez par exemple les meilleurs tennisman du monde qu'on ait jamais connus, que ce soit Rafael Nadal, Roger Federer, Novak Djokovic. Ils n'ont pas fait une saison sans défaite. Pourtant, tout le monde reconnaît unanimement que c'est des références. Donc, vraiment, pour moi, hein, viser l'excellence, la capacité à maintenir dans le temps ce haut niveau de performance, plutôt que rechercher la perfection. C'est vicieux la perfection, parce que on va du coup mettre notre focus sur ce qui nous manque, ce qu'on n'a pas réussi. Et forcément, ça, c'est pas bon pour ma confiance. Je vous disais vraiment tout à l'heure hein, que tout ce qu'on fait n'a pas besoin d'être parfait. On a plus besoin de se mettre dans l'action, de faire et de refaire que d'être parfait. Qu'est-ce qui se passe? C'est ce qui se passe vraiment
dans la vie de tous les jours. Je fais une action, je l'améliore, je me réajuste et chaque fois, mon niveau de confiance augmente parce que j'ai mis une boucle de retour et de feedback. Vous l'aurez compris, pour développer sa confiance, il n'y a pas de miracle. Il y a de l'engagement pour passer à l'action et encore refaire, faire et refaire. Et de la régularité. Même si le corps n'oublie pas, même si la tête n'oublie pas, si vous restez longtemps sans réaliser les choses, forcément, votre niveau de confiance dans votre capacité à réaliser cette chose-là va baisser. Donc, quoi que vous fassiez, gardez à l'esprit que ces cyclés doivent être maintenus dans le temps et régulièrement. Voilà pour ce que j'avais à partager avec vous autour de la confiance aujourd'hui. Michel, toi qui as la chance d'être avec moi ce soir, as-tu des questions ou des points sur lesquels tu veux que je revienne? Je veux bien que tu reviennes sur la notion de perfection Ouais, et d'excellence. Ça m'est arrivé sur un entraînement il y a quelques années où, enfin, ça fait pas très longtemps que j'étais dans un club ouais, et j'étais mise avec une fille qui voulait absolument, donc on parle de touch rugby, hein, que je fasse le toucher sur la bonne personne pour aller au bon endroit. Donc, en fait, elle voulait que le geste soit parfait. Donc moi, j'étais assez frustrée parce que j'y arrivais pas. J'avais presque envie de partir. ouais, N'empêche qu'à la fin, en fait, on marquait pas pour autant d'essais. Et puis, on a fait une pause, on a changé les équipes, et puis je me suis retrouvée avec un gars. Et en fait, je pense que je suis pas venue meilleure pour autant. J'ai pas touché les bonnes personnes, je suis pas partie dans la bonne direction. Pourtant, on a marqué. Et en fait, ce que j'ai beaucoup retenu, c'était, OK, c'est pas parfait, mais enfin, on arrivait à s'adapter à la situation qu'il y avait en face de nous, pouvoir marquer. Et là, je me suis dit, bon, ben, je vais pas essayer d'être forcément la meilleure à toucher au bon endroit, à faire le geste parfait, mais d'être plus réactive et essayer de m'adapter à ce qui se passe en face pour pouvoir être performant. ouais. Et des fois, je trouve que c'est pas toujours évident. Là, la qualité qu'il fallait, c'était, je pense, adaptation. Mm. Mais des fois, je pense qu'il faut d'autres qualités et parfois, je les trouve pas. Et donc, je vais essayer d'être beaucoup dans la préparation. Ouais. Et du coup, je trouve que parfois, je passe trop de temps à me préparer. Ça me prend beaucoup d'énergie pour qu'au moment où je suis dans l'action, je suis pas si performante que ça. Donc, Et effectivement, voilà. il faut trouver un juste milieu. C'est comme tout. Euh, Se préparer pourquoi? Et poursuivre la préparation pourquoi? Pour aller chercher une forme de perfection. Si tu, finalement, ta préparation, quand tu la prolonges, c'est parce que tu te sens pas dans un niveau de compétence suffisamment bon, dit entre guillemets, une certaine perfection de réalisation de la chose pour la mettre en œuvre. Sauf que ce que j'amène ici et ce sur quoi je réinsiste, hein, c'est qu'il vaut mieux faire un geste moins bon sur lequel on va apprendre ce que j'ai à améliorer que continuer à me préparer à chercher quelque chose de parfait et ne rien réaliser. Tu vois? Alors, effectivement, après, c'est trouver le juste niveau, le juste milieu. Euh, c'est sûr que on va pas, comme je disais tout à l'heure, partir sur un marathon sans entraînement. D'accord? Et par contre, il faut quand même partir courir pour faire des choses. Et après, c'est augmenter, recorriger. Et en fait, par contre, toi, ce qu'il y a d'important dans la situation que tu décris, c'est que au-delà de la perfection du toucher sur la bonne personne, il y a, et ça c'est ultra important, notamment dans les sports collectifs,
c'est la capacité à gérer l'intelligence situationnelle. Et c'est cette capacité d'adaptation à la situation que je vais rencontrer. Et ça, c'est quelque chose qui se travaille aussi, qui se prépare. Et ça, c'est encore plus vrai que je dois marcher le chemin, je dois le faire et en refaire, refaire. Je dois me tromper pour pouvoir capitaliser et augmenter ma capacité à mieux le réaliser après. Et c'est ça qui va venir construire ma confiance au fur et à mesure. Est-ce que c'est compréhensible ce que je t'ai raconté? Oui, oui, tout à fait. Ouais, merci. Top. Du coup, je vais prendre encore quand même quelques minutes pour vous présenter OSER, hein, la méthode OSER. OSER, c'est la méthode que j'ai créée pour accompagner les sportifs, quel que soit leur niveau, à franchir un palier. Cette méthode OSER, elle repose sur quatre piliers. Euh, donc, OSER, c'est un acronyme pour objectif, singularité, environnement et respirer. Forcément, le premier pilier, il est évident pour tout le monde, et notamment dans le sport et le sport de haut niveau, c'est l'objectif. Et aller clarifier ce que je veux atteindre. Cette capacité à clairement exprimer vers quoi je veux aller. Donc ça, c'est mon objectif, mon ambition, c'est forcément notre point de départ. Après, euh, pourquoi venir travailler sur la singularité? C'est parce que pour moi, c'est l'humain et la personne derrière le sportif qui va faire le chemin, euh, qui va finalement faire la différence. Et euh, il est pour moi primordial que la personne que j'accompagne apprenne à se connaître, connaisse ses forces, ses faiblesses, ce qu'il peut utiliser, ses différenciants, et qu'est-ce qu'il va pouvoir utiliser pour atteindre cet objectif, mais aussi ce qu'il doit travailler. Et donc, cette connaissance de lui, de quoi il a besoin, qu'est-ce qui l'effraie, qu'est-ce qui lui fait peur, quelles sont ses qualités pour pouvoir y aller, c'est vraiment le cœur de mon accompagnement. C'est vraiment que la personne prenne conscience de qui elle est et de comment elle va se transformer pour réaliser cet objectif. La transformation pour devenir la personne qui réalise cet objectif. C'est la promesse que je fais avec Oser. Le troisième, c'est vraiment venir travailler un petit peu avec cet environnement. C'est comment j'interagis avec l'environnement. Et au-delà des relations humaines, hein, c'est les entourages, c'est la structure, mais c'est aussi travailler avec l'athlète sur les ressources disponibles qu'il va avoir autour de lui, que ce soit des ressources matérielles, financières, mais surtout, moi, ce qui m'intéresse, c'est ses ressources internes. Qu'est-ce qu'il va pouvoir mobiliser en lui pour pouvoir euh, aller travailler cette confiance, sa motivation, le garder dans le temps et vraiment continuer à avancer. Et puis le dernier, c'est respirer. Euh, c'est quelque chose que je ne faisais pas avant, mais qui, pour moi, fait toute la différence. Accepter de ralentir pour aller plus loin, plus fort, plus vite. Comme je vous disais tout à l'heure, dans la préparation physique, ça fait aucun débat. On sait tous que le phénomène de surcompensation va nous permettre de devenir plus fort physiquement. Et là, moi, ce que je vous propose, c'est de travailler ensemble sur ce temps de respiration qui va vous faire grandir en tant que personne et en tant que sportif. Voilà pourquoi Oser est un accompagnement sur mesure et individuel. Et donc, Oser, c'est vraiment mon enjeu à moi, hein, de vous accompagner. Euh, le point de départ, c'est vouloir avoir des résultats différents en faisant la même chose, ça ne marche pas. Je pense qu'on est tous d'accord pour ça. Il faut être fou pour penser qu'en continuant à faire la même chose, j'aurai des résultats différents. Alors, la promesse, hein, derrière Oser, hein, c'est que on repart avec des stratégies personnelles. C'est-à-dire que vous, on travaille ensemble vos stratégies.
pour faire face à la pression et aux situations difficiles. Forcément, à un moment donné, on va avoir des situations difficiles, un obstacle, on n'aura pas le résultat qu'on veut, ou on aura de la pression. Et ça, il faut apprendre à le gérer. Et c'est ce que je propose. La stabilité dans cette performance et surtout des résultats qui correspondent à l'investissement, à mon potentiel, à tout ce que je mets en place. Et que tout ça ne dépende pas de ce qui se passe autour, de la performance du voisin, du temps ou de l'enjeu de la compétition. On vient aussi travailler sur vos émotions et votre gestion du stress pour que, quoi qu'il se passe, vous ayez les outils et les moyens dans l'instant de réagir pour ne pas vous laisser entraîner dans le cercle vicieux et perdre alors que vous étiez en position de gagner. Ne pas faire la cocotte minute avec ses émotions ou se laisser paralyser par le stress, c'est la base de la performance. Et puis, dernier axe que j'ai envie de mettre ici, alors forcément c'était le thème de ce soir, la confiance en soi. Effectivement, là je vous ai présenté les axes, mais l'idée c'est de travailler ensemble sur comment au quotidien, comment régulièrement, comment je détecte tout ça pour pouvoir me rendre autonome, que vous soyez autonome, indépendant dans vos activités et votre préparation mentale à la sortie. Forcément, en faisant tout ça, en maîtrisant sa confiance, ses émotions, son stress, notre concentration et notre capacité va augmenter. Et c'est ça, finalement, oser. C'est vraiment d'avoir une autonomie pour aller chercher des performances, des résultats à la hauteur de vos investissements et de votre potentiel, quel que soit ce que vous allez rencontrer sur le chemin et la route. Je vous transforme en athlète. Voilà. Bon, il y a bien d'autres objectifs qu'on va adresser avec ça. Euh, Tout accompagnement commence par un entretien découverte. Et cet entretien découverte, je vous l'offre. C'est 30 minutes ensemble pour voir, au regard de vos objectifs, d'où vous en êtes et où vous voulez aller. Comment on peut travailler ensemble pour que demain, vous soyez le sportif que vous rêvez d'être. Voilà. Ainsi s'achève cette masterclass. Si vous avez des questions, Michel, si tu as des questions, je suis encore ouvert pour les prendre. Pour les autres qui ont regardé ou qui regarderont en replay, vous me les faites passer en commentaire ou en DM, comme ça je reviens vers vous pour ça. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée et je vous dis à dans 3 semaines. Le thème devrait être normalement, si je ne change pas d'ici là, conserver sa motivation dans le temps.